Bonjour à tous pour ce direct sur la dépendance affective, en espérant que cette fois-ci, que ce soit la bonne. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Voici enfin le direct sur la dépendance affective, celui qu'on attend tous. Je vais demander à Anne-France Huré, quand elle est prête, de me faire signe. Bonjour à tous. Donc je le rappelle, ce sera un direct sur la dépendance affective. Je vois Minuti, parfait. Je vous rappelle donc qu'il y a l'épingle pour réaliser de la thérapie en ligne. Bonjour à tous. Ah, ça y est, ça marche. France, Oh, ça y est, ça marche. comment C'est chouette. allez-vous? Bien? Ça va bien, et vous, comment vous allez? Parfait, parfait. Le week-end s'annonce ensoleillé, donc parfait. Bon. Donc Est-ce que soyez, tout le monde je nous entend? pense, je pense que oui, moi je vous entends bien, il n'y a pas de coupure pour le moment, on est bien, on est bien. Donc Super. je suis ravie de vous avoir aujourd'hui pour ce direct sur la dépendance affective que beaucoup d'utilisateurs attendent. Oui, oui. On va une nouvelle fois s'excuser du coup pour le petit couac de mercredi et on va repartir sur des bonnes bases pour se direct donc, sur la dépendance affective. Merci Désolée, Anne-France. c'est mercredi encore. Voilà. Quels sont les signes donc de la dépendance affective? Alors, j'ai pris de quoi noter, hein, parce qu'il y a pas mal de signes. En fait, si vous voulez, quand je vais lire les signes, si vous vous y retrouvez sur au moins 3 points sur 7, dites-vous qu'il y a un petit travail à faire sur la dépendance affective. D'accord, parfait. Le premier point, la personne en fait qui est dépendante a besoin d'être aimée et de plaire à l'être aimé d'une manière constante et régulière, fréquemment. Et aussi, elle a aussi besoin d'être rassurée, d'avoir la reconnaissance et l'approbation dans tout ce qu'elle entreprend. Ce qui veut dire, c'est qu'elle n'arrive pas à avancer seule. Elle a toujours besoin que l'être aimé lui dise oui, ça va, tu peux y aller. Oui, c'est bien, tu peux continuer pour avancer. Elle n'arrive pas à le faire toute seule. D'accord, de l'approbation. Voilà l'approbation. Et bien sûr, au quotidien, régulièrement, elle a toujours besoin de preuves d'amour de l'autre. D'accord. Ça, c'est le premièrement. Ensuite, le D'accord. premier, voilà. Le deuxième, c'est elle est obsédée par l'être aimé. Ses pensées sont tournées chaque jour sur la personne. En fait, si vous voulez, quand la personne elle va travailler ou qu'elle fait une activité sportive avec une autre personne, la personne qui est dépendante, même si elle travaille de son côté, elle va avoir toutes ses pensées en lien avec l'être aimé. Où il est-ce qu'il est vraiment, qu'est-ce qu'il fait. Peut-être qu'il va rencontrer quelqu'un d'autre, quelqu'un de mieux que moi. En fait, c'est vraiment une obsession au quotidien. Et c'est D'accord. pas difficile à vivre pour la personne qui est dépendante. Mais à partir du moment où elle en prend conscience, c'est déjà un pas en avant. Le tout, c'est qu'elle en prenne conscience. Et il y a aussi par rapport à ça, justement, le fait de savoir où est la personne durant la journée, il y a un besoin de contrôle à côté de ça, un besoin de contrôler l'autre. Le fait de savoir où il est, à quelle heure la personne elle rentre. Si par exemple la personne elle a 10 minutes de retard et qu'est-ce que tu as fait, tu étais où? Et du coup, bah, pour l'autre, pour l'être aimé, c'est pas agréable parce il se sent persécuté en fait, alors qu'il fait rien de mal, il y a eu peut-être de la circulation et il rentre en retard et il y a rien du tout. Et pour la personne qui est dépendante affectivement, elle a tendance à penser qu'il se passe quelque chose de grave, qu'elle risque de perdre, d'être abandonnée par l'être aimé. D'accord. Ensuite, les troisièmement, ça c'est vraiment des points aussi importants. Il y a différentes peurs et ça voilà, c'est vraiment là-dessus que la personne, quand elle prend conscience qu'elle est dépendante, il faut qu'elle travaille sur ces différentes peurs. Il y a la peur d'être abandonnée, d'être rejetée, d'être jugée, d'être dénigrée. Il y en a pas mal. Hein. Et de se retrouver seule. Si vous voulez, la personne se retrouver seule, c'est-à-dire avancer toute seule, c'est quelque chose pour elle, en fait, dans ses fausses croyances, qui est pas possible. Elle peut pas se dire, je peux avancer seule dans ma vie. C'est pas possible. Il faut que j'ai quelqu'un qui soit là, qui m'aime pour pouvoir avancer dans toutes les sphères de sa vie. D'accord. Est-ce que les dépendants affectifs, ils ont du mal justement du coup à rester seuls? Et oui, ils ont du mal à rester seuls parce que pour eux, si vous voulez, dans leurs fausses croyances, il y a souvent en fait être heureux seul, ressentir du bonheur seul, ressentir de la solitude, c'est pas possible. C'est anormal en fait. Pour la personne, pour être bien, il faut être à deux.
Il faut toujours être en fusion. Sinon, seul, vu que, si vous voulez, la personne, on va en parler après, vu que la personne qui est dépendante, effectivement, j'en avais parlé la dernière fois hein, sur le direct, sur l'estime et l'affirmation de soi. La personne qui est dépendante, effectivement, elle a un gros travail à faire sur son estime d'elle-même. Et plus elle va faire ce travail-là, plus elle va avoir une estime d'elle-même qui est plus positive. Et du coup, elle va avoir confiance en elle et s'aimer d'un amour inconditionnel. Et ce qu'il y a, c'est que là, au jour d'aujourd'hui, les dépendants affectifs, quand ils le sont, ils s'aiment pas assez. Et ils ont besoin de l'autre. Ils ont besoin d'être aimés par l'autre. Donc, être seul, pour eux, c'est en lien avec quelque chose de très négatif. Alors que la solitude, finalement, c'est bien de ressentir la solitude. Quand on est heureux seul, qu'on est bien seul, d'être à deux, si vous voulez, il faut le voir comme une cerise sur le gâteau. C'est bien d'être en couple parce que bon bah c'est bien de se sentir aimé par quelqu'un d'autre. Mais après, si soi-même on s'aime, on est bien seul et on arrive à avancer seul. Et pour le dépendant, il a toujours besoin de quelqu'un. Après, ce quelqu'un, c'est vrai que je donne l'exemple des couples, mais ce quelqu'un, ça peut être aussi quelqu'un, une amie, un ami, quelqu'un de la famille. Vous voyez, la dépendance, c'est pas uniquement par rapport au couple, c'est vraiment dans toutes les sphères. Et à partir du moment où la personne elle prend vraiment conscience de cette dépendance, là, elle va commencer à se dire, bon, bah, maintenant, elle va être dans l'action, elle va se dire, je vais commencer petit à petit à faire des choses seule. Et c'est là que ça va changer. D'accord. Donc là, on en est au combien de points déjà? Le troisième. Le troisième, d'accord. Alors ensuite, c'est le quatrième. Tout à l'heure, j'en parlais. La mauvaise estime de la personne. Ça, c'est vraiment un gros travail à faire pour apprendre à s'aimer d'un amour inconditionnel. Et par rapport à ça, par extension, il y a le cinquième, l'amour inconditionnel, effectivement, comme je viens de dire. Et en fait, si vous voulez, pour elle, c'est la personne qui est dépendante, elle s'aime d'un amour conditionnel. Je ne sais pas si vous vous souvenez la dernière fois quand j'en avais parlé, c'est-à-dire qu'elle aime certaines facettes de son identité, mais pas toutes ses facettes. Donc, si vous voulez, on s'aime d'un amour conditionnel, on ne peut pas aimer l'autre d'un amour inconditionnel. C'est très difficile. Et à partir du moment où elle arrive petit à petit à s'accepter comme elle est, déjà, il faut qu'elle fasse ce travail-là. Elle arrivera plus facilement à accepter l'autre avec un amour inconditionnel. Et quand on accepte, on aime l'autre d'un amour inconditionnel, on lui laisse une liberté de vivre au quotidien. On n'a pas ces pensées de quand il va travailler, quand il va sortir avec ses copains, c'est la catastrophe, il va me tromper, il va rencontrer quelqu'un d'autre, quelqu'un de mieux que moi. Vous voyez, il y a pas toutes ces pensées, en fait, toutes ces pensées intrusives qui sont vraiment pas du tout liées à la réalité, en fait. D'accord. Vous voyez ? Alors après, oui, par rapport à ça, au cinquièmement, j'avais noté aussi que la personne qui est dépendante, effectivement, a tendance à mettre l'être aimé sur un piédestal. D'accord. Voilà. Et petit à petit, en fait, il faut qu'elle apprenne justement à arrêter cette idéalisation de l'autre pour être plus ancrée dans la réalité. Et ça aussi, c'est un autre travail à faire. Alors après, il y a le sixièmement. Le sixièmement, j'ai noté, alors oui, par rapport à ce besoin de contrôle. Si vous voulez, pour la personne en exemple en fausse croyance, qui est souvent en lien avec l'enfance, aimer, c'est posséder l'autre. Alors, la personne qui grandit en pensant que aimer, c'est posséder l'autre, en grandissant, forcément, bah, elle va être dans une dépendance affective et elle va vouloir toujours avoir le contrôle sur l'autre, le posséder. D'accord. Donc, ça vient finalement de fausses croyances de l'enfance pour certains. Voilà. Alors, par rapport à ça, si vous voulez, c'est vraiment le sujet est très vaste. Hein. Par rapport à ça, ce qui est important aussi à prendre conscience, comme la dernière fois, j'avais parlé de l'estime de soi. J'avais expliqué que à partir du moment où la personne décide de travailler sur son estime d'elle-même, elle va commencer à avoir confiance en elle et s'affirmer de plus en plus. Et tant mieux. Oui. Et par contre, j'avais dit, à un moment donné, c'est pas parce qu'on arrive, par exemple, je donne un exemple de note, un 15 sur 20 au niveau de l'estime de soi, ça veut dire qu'on va être toujours à 15. En fonction des aléas de la vie, on peut redescendre. Et c'est là, effectivement, il faut refaire les exercices pour pouvoir rebooster de nouveau son estime et sa confiance en soi. La dépendance affective, c'est pareil. C'est en lien avec l'enfance, certes. Oui. Néanmoins, une personne qui est autonome, effectivement parlant, parce qu'elle n'a pas eu de manque durant l'enfance, à l'âge adulte, une rupture amoureuse, un deuil, un traumatisme, elle peut vivre un traumatisme et après être plus fragile au niveau de l'estime d'elle-même et du coup être plus dépendante affectivement parlant. D'accord. Et j'ai une question, je vais rebondir sur ce sujet. En fait, tous les dépendants affectifs ont un problème d'estime de soi. Il peut y avoir encore autre chose. D'accord. Il y a forcément un problème d'estime de soi. D'accord. Et comment on va faire maintenant la différence entre la passion amoureuse et justement cette dépendance affective? Alors, j'y viens. Je termine juste, il restait le 7e point. D'accord. Allez-y, terminez le 7e point. Et on passera sur la passion amoureuse. Le dernier point, c'est en fait la personne qui est dépendante, elle est très jalouse et possessive. Aussi, c'est en lien
besoin de contrôle de l'autre. Alors, j'ai noté, effectivement, comme tout à l'heure, je disais, en amour, en amitié, dans la famille aussi. Et ce qu'il y a, c'est qu'en fait, la personne qui est dépendante, malheureusement, elle est toujours insatisfaite parce qu'elle en veut toujours plus. Si vous voulez, c'est comme une addiction. Elle en veut toujours plus. Et même si elle a plus, elle est jamais satisfaite. Donc, du coup, c'est vraiment un cercle vicieux. Et c'est une source de souffrance pour la personne qui est dépendante. Mais à partir du moment où effectivement, elle en prend conscience, en fait, si vous voulez, pour elle, l'autre, c'est un peu comme le sauveur, si vous voulez. La personne qui va combler ses besoins, ses désirs, ses problèmes, ses soucis. Combler aussi un vide, et ça se questionne, le vide pour la personne. Combler le vide, mais le vide de quoi? D'où vient ce vide? C'est là où il y a ce travail à faire, justement. Le vide est en lien avec le passé, avec quelque chose du passé qu'elle a besoin de remplir, mais pourquoi elle a besoin de l'autre pour remplir? Est-ce qu'elle peut pas le remplir toute seule en travaillant sur elle? Vous voyez, c'est vraiment un gros travail à faire. Voilà, j'ai fini les 7 points. Alors, si par rapport aux 7 points que j'ai verbalisés, il y en a 3, vous vous dites, bon, bah, ça serait bien quand même d'essayer de travailler là-dessus, bah, n'hésitez pas justement à commencer à faire des exercices, à remplir des tableaux pour voir un petit peu où vous en êtes par rapport à ça. Alors, on peut passer au deuxième sur la passion. Pas de souci, pas de souci. Je commence à aller rapidement des fois. Du coup, pour une personne, au début, c'est vrai, de la passion amoureuse, quand on est dans une relation, on peut se dire, bon, bah, finalement, on est tous plus ou moins dépendants affectifs, parce que c'est vrai que pendant cette passion amoureuse, on peut revoir certains traits que vous avez cités au début. Mais alors, comment faire pour différencier la passion amoureuse et la dépendance affective? Ils ne sont pas la même chose. Oui, c'est vrai qu'il y a ce lien-là parce que si vous voulez, je vais vous donner l'exemple au niveau de mes mains. Là, ce sont 2 personnes. J'ai essayé de m'avancer un petit peu. C'est vrai que le lien, en fait, se fait parce que les 2 personnes, quand elles se rencontrent, il y a cette passion amoureuse qui est là. La dépendance affective, c'est aussi la même chose. D'où le fait que c'est souvent lié. Maintenant, la passion amoureuse, c'est le début d'une rencontre, donc c'est en lien avec des émotions, c'est une source de plaisir, d'émotions agréables. Tandis que la dépendance affective, c'est un besoin viscéral de voir l'autre. Donc c'est pas uniquement du plaisir, il y a de la souffrance parce que la personne, si elle voit pas l'autre, elle est mal, elle ressent un mal-être. Tandis que dans la passion amoureuse, finalement, on a hâte de revoir la personne qu'on a rencontrée parce qu'on ressent plein d'émotions agréables et on a envie de revoir la personne. D'un côté, il y a du plaisir, de l'autre côté, il y a de la souffrance. Je vois que les hypersensibles ici ont beaucoup aimé votre allusion aux mains. Alors justement, les mains, je vais continuer avec les mains. Alors tout à l'heure, j'y ai pensé, je me suis dit que j'allais faire ce petit travail-là parce que pour les personnes qui ont une mémoire visuelle, c'est quelque chose qui j'espère que vous allez retenir. Donc là, je donnais l'exemple, la dépendance affective, la passion amoureuse. Alors, ce qui se passe quand on rencontre quelqu'un, donc il y a cette passion amoureuse qui est tout à fait normale au début d'une relation. Et après, petit à petit, ça aussi, c'est tout à fait normal. Les 2 personnes vont continuer d'avancer, continuer de s'aimer. Vous voyez, là, je vous montre avec les pouces, continuer de s'aimer, d'avancer. En avançant, ça va être le travail, les activités extérieures, tout en continuant à s'aimer et à se retrouver avec ces moments d'osmose, de complicité, de joie, de bonheur, d'intimité. Ce qu'il y a, c'est que quand les 2 personnes sont autonomes, tout se passe très bien, c'est nickel. Mais s'il y a une personne qui est autonome, celle de gauche, et une personne qui est dépendante, celle de droite, quand il va avoir le moment donné où il va avoir le détachement et que la personne, elle va avancer dans sa vie, ce qui est normal, l'autre, au secours, où es-tu? J'ai besoin de toi pour avancer. Toute seule, je peux pas avancer. Vous voyez, c'est vraiment, elle a toujours besoin d'avoir ce lien-là pour pouvoir avancer. Et là, il y a mon petit chat qui vient vous faire un petit coucou. Tania, il est passé. Il a bien aimé les mains aussi. Pas de souci, on est tous chez soi, donc il faut accepter toutes ces choses qui viennent à nous. Est-ce que ça a été clair au niveau des mains, ce que j'ai expliqué? Est-ce que le fait de je rigole aussi des commentaires parce que je vois pas mal de commentaires passer qui mettent des mains et oui, c'est très bien aussi d'expliquer de cette manière-là parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus sensibles à des allusions, à des métaphores et c'est pas mal aussi de le faire. Merci. Et c'est vrai que à partir du moment où la personne qui est dépendante va commencer à travailler pour ressentir cette autonomie affective, elle va commencer à plus avoir besoin de l'autre pour avancer. Elle va pouvoir être au même rythme et plus en souffrance. Tandis que quand elle est dépendante, elle attend que l'autre, par exemple, la complimente dans ses projets professionnels et là, elle avance. Sinon, elle avance pas. Elle attend que d'avoir un compliment au niveau de son physique pour se sentir jolie. Là, elle va avancer. Sinon, elle va rester là, elle va se trouver pas jolie. Vous voyez, c'est vraiment,
elle a toujours besoin d'être validée par l'être aimé. Si elle n'est pas validée, elle n'avance pas. D'accord. J'ai une question d'un utilisateur qui me demande justement en direct. Combien de temps à peu près on peut dire que c'est le début d'une relation? 6 mois, 8 mois, 1 an? Ah, un début d'une relation amoureuse, ça c'est propre à chacun. Moi je dirais quand ça commence à dépasser le premier mois, c'est une relation amoureuse, mais après c'est propre à chacun. D'accord. On voit bien sûr que dans cette dépendance affective, il y a des personnes qui sont embourbées finalement dans ce même schéma, qu'elles répètent et qu'elles répètent toujours le même type de relation. Ouais. Pourquoi justement elles répètent ça et pourquoi elles n'arrivent pas à s'en défaire malgré qu'elles finalement elles s'en rendent compte? Donc en fait, là dans le questionnement, en fait, c'est la personne qui a pris conscience qu'elle est dépendante affective, mais elle n'est pas dans l'action pour changer. En fait, elle stagne et elle continue à être dans les mêmes relationnels, dans le même relationnel, elle change pas. En fait, entre le moment donné, si vous voulez, où il y a la prise de conscience et le moment donné, il faut faire un travail sur soi. Ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui vont mettre peut-être 2 mois à faire le travail sur soi. Il y a des personnes qui vont mettre 2 ans. Parce que si vous voulez faire un travail sur soi, c'est changer ses anciennes habitudes, c'est réfléchir sur les fausses croyances, faire des tableaux, remplir des tableaux pour savoir quelles sont les fausses croyances, par exemple en lien avec l'amour, pour pouvoir en créer de nouvelles qui sont contenantes. Je vais vous montrer en fait ce que vous pouvez faire. C'est un petit tableau que j'ai là. D'accord. Après, vous allez voir à l'envers, mais ça peut vous donner une idée. En fait, d'un côté ici, il y a les croyances. C'est un tableau que vous pouvez remplir avec les croyances limitantes en lien avec le passé. Et là, ce sont les croyances aidantes en lien avec le présent. Et c'est vrai que le fait déjà de commencer à faire ce travail-là, vous allez voir vraiment que ça va vous faire progresser parce que vous allez voir que vous faites des liens entre l'amour, comme l'amour, tout à l'heure je disais l'amour c'est posséder l'autre, ça peut être autre chose en fait. Et plus vous allez travailler sur ces fausses croyances, plus justement vous allez en créer de nouvelles. Et c'est là, pour en revenir à la question, c'est là où pour les personnes c'est difficile. Parce que vous voyez, quand on doit changer des habitudes, c'est quelque chose de très difficile. Oui, d'ailleurs, il y a un laps de temps non, pour changer d'habitude. Je crois que vous en avez déjà parlé une fois. Voilà, 3 semaines à 1 mois. D'accord. En faisant le travail d'une manière régulière aussi. D'accord. Il y a une personne qui demande c'est quoi le nom du livre. Est-ce que c'est un livre spécifique ou… Alors ça, en fait, c'est un des tableaux du livre que je vous avais montré la dernière fois. Alors, très bien, allez-y, parlez-en, pas de souci. C'est le stop à la soumission, je m'affirme et je dis non, en fait. Et dedans, je vous propose 10 actions de coaching en psychologie positive pour essayer de travailler justement sur votre estime de vous-même, pour apprendre à vous aimer d'un amour inconditionnel. Il y a l'échelle de Rosenberg que je vous avais parlé la dernière fois. Il y a aussi une échelle sur l'affirmation de soi. Et petit à petit, ça va vous permettre à apprendre à mettre des limites aux personnes, à apprendre surtout à dire non et à respecter vos besoins. Parce que c'est bien de satisfaire les besoins de l'être aimé, mais c'est bien de satisfaire vos propres besoins aussi. Et de connaître votre identité. Qui vous êtes, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous avez envie de faire pour vous, pas pour l'autre, mais pour vous. Et ça, c'est un gros travail à faire. Après, à la fin du direct, si jamais j'oublie, j'ai fait des recherches hier pour suggérer aussi un autre livre sur des exercices à faire pour sortir de la dépendance affective. Je vous donne l'information tout à l'heure. Il est pas mal. Il y a 5 exercices. Ça peut aussi, donner… J'ai une utilisatrice qui demande pour le chef de Rosenberg. Le chef de Rosenberg, on l'avait mis aussi sur le feed directement d'Instagram. Vous pouvez le retrouver sur psychologue.net. C'est vrai qu'on en avait parlé une semaine et on en avait profité justement pour le remettre parce qu'on a eu beaucoup d'utilisateurs qui nous ont dit le chef de Rosenberg qui nous intéressait. C'est pratique. Alors, je regarde mes notes par rapport, si j'ai rien oublié, prise de conscience, travail sur soi. Et après, voilà, j'avais noté aussi par rapport à la répétition des schémas et pourquoi les personnes mettre du temps à se lancer, en fait, pour faire ce travail sur soi aussi. Ça dépend de l'environnement aussi. Qui vous avez autour de vous. S'il y a des personnes qui vont vous pousser ou si vous êtes il y a des personnes qui sont dans un environnement anxiogène. Donc, c'est pas un climat chaleureux, équilibré où on va avoir envie soi-même de faire un travail. Vous voyez, l'environnement, il fait aussi. Si vous avez des gens autour de vous, des amis qui vous poussent justement à faire ce travail, bah, du coup, ça va vous donner l'impulsion pour commencer. Mais si vous avez des gens qui sont égoïstes, hein, ça arrive, ça leur importe peu que vous travaillez sur vous, bah du coup vous allez avoir plus de mal à le faire toute seule. Vous voyez, c'est. Et puis après il y a aussi tout à l'heure j'en parlais au niveau des nouvelles habitudes. En fait, quand on change ses habitudes, on sort d'une zone de confort. Et on en parle souvent sur les réseaux sociaux de la zone de confort. Quand on sort d'une zone de confort, c'est source d'inconnu, d'angoisse et c'est normal en fait. C'est pas normal on peut pas sortir d'une zone de confort en ressentant que des émotions agréables.
On ressent au début des émotions désagréables et petit à petit, on a la satisfaction, la reconnaissance, on est fier de soi. Donc, du coup, ça booste l'estime, la confiance en soi. Et du coup, la personne devient petit à petit plus autonome, effectivement parlant. Mais c'est normal, dites-vous qu'à chaque fois que vous sortez d'une zone de confort, c'est normal de ressentir des émotions désagréables. Tout le monde passe par là. Peut-être que tout le monde ne vous le dit pas, mais tout le monde passe par là. C'est important de le savoir aussi. D'accord. C'est vrai que les réseaux n'aident pas à se sentir mieux des fois, donc il faut savoir partager la réalité de la fiction. Tout à fait. Et donc, du coup, on en arrive à l'étape de comment se sortir de cette dépendance affective. Alors là, en fait, c'est vrai qu'à partir du moment où je parlais de l'environnement, en dehors de l'environnement, il y a effectivement aller faire une thérapie, aller voir une thérapeute, une psychologue, pour pouvoir faire un travail sur vous. Et petit à petit, en fait, quand vous allez faire le travail sur vous, du coup, vous allez prendre beaucoup plus soin de vous. Et là, il y a des personnes en parallèle, hein, moi que je reçois, comme là où je suis, en fait, j'ai une sophrologue qui est à côté. La personne, du coup, va faire un travail parce que moi, je suggère de travailler sur la méditation, la sophrologie pour se détendre, pour apaiser le cerveau. Et du coup, les personnes en parallèle font un travail aussi avec une sophrologue en complément. C'est pas mal ça aussi. Et moi, de mon côté, pour vous donner une idée, après, chaque psychologue travaille différemment. Moi, je travaille avec les thérapies comportementales et cognitives. Et les thérapies comportementales et cognitives, en fait, la base, c'est la cognition. La cognition, c'est qu'est-ce que je pense. Et toute personne, en fonction de ce qu'on pense, on va avoir une émotion désagréable ou agréable et des réactions physiologiques. Et par rapport à cela, on va avoir un comportement. Plus on travaille, moi, je l'ai fait travailler sur la cognition, c'est-à-dire ce que je pense, et c'est souvent en lien avec les fausses croyances, pour pouvoir changer la base de la cognition. Quand la personne va changer sa cognition de base, elle va avoir une émotion différente et elle va avoir un comportement différent. Vous voyez, par exemple, la personne qui, au niveau de sa cognition, qui pense l'amour, c'est l'oubli de soi, en émotion, elle va ressentir des émotions désagréables du genre, si je m'oublie pas et si je ne satisfais pas un maximum mon partenaire, il va plus m'aimer. Donc, elle va ressentir des émotions désagréables, angoisse, peur, stress. En comportement, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va donner un maximum de son amour à l'autre, elle va être présente un maximum, satisfaire ses besoins pour avoir en retour l'amour, parce qu'elle veut toujours en retour l'amour. D'accord. Et elle se dit, plus j'aime l'autre, plus il va m'aimer. Parce qu'en fait, c'est complexe, hein, parce que vraiment, elle a tellement peur d'être abandonnée qu'elle ferait tout. C'est comme ça, malheureusement, qu'il y a des personnes qui subissent des violences psychologiques et physiques, parce qu'elles ont tellement peur d'être abandonnées par l'être aimé, parce que l'être aimé représente tout dans leur vie, qu'elles subissent différentes violences parce qu'elles se disent si je dis pas oui, si je me laisse pas faire, il va me quitter. Vous voyez? D'accord. On va aller très loin de la dépendance. On arrive finalement dans une boucle. Ça va être très dur pour un dépendant affectif justement de s'en sortir de ça. Et est-ce que l'entourage peut aider dans ce sens-là? Et oui, ça c'est quand l'entourage. Tout à l'heure j'en parlais, quand l'entourage est bienveillant et que l'entourage quand l'entourage est bienveillant, il peut justement aider. Ce qu'il y a, c'est que comme c'est propre à chaque être humain en fait, si vous voulez. Même si on a un entourage bienveillant qui va essayer d'expliquer justement là tu vois ta relation en amour, en amitié ou dans la famille, c'est pas bon, il faut que ça serait bien que tu essaies de travailler sur la personne. Si elle a décidé de ne pas changer, elle restera dans cette dépendance. Il faut qu'à un moment donné qu'il y ait un facteur déclenchant. Il y a souvent par exemple pour les femmes qui sont victimes de violences conjugales, souvent et heureusement d'ailleurs, le facteur déclenchant ce sont les enfants. Quand le mari s'en prend aux enfants, le père, du coup, là, elles réagissent, là, elles partent. Vous voyez, il y a un facteur déclenchant. Et dans les couples, ça peut être, je sais pas, par exemple, il y a une personne qui peut rencontrer un autre couple et voir justement que d'être autonome, effectivement, c'est quand même sympathique. Et du coup, à un moment donné, se dit, pourquoi pas moi? Pourquoi moi, je peux pas faire ce genre de choses? Et vous voyez, il y a aussi ça que je voulais dire aussi. On peut être avec quelqu'un qui est autonome, effectivement, mais si la personne, elle est dépendante, même si la personne qui est autonome lui dit, vas-y, tu peux sortir, tu peux aller faire, je sais pas, le vendredi soir, sortir entre filles. La personne, elle est partagée entre, il me donne l'accord, néanmoins, elle est tellement ancrée dans ses peurs qu'elle se dit, non, je vais pas y aller parce que peut-être qu'il va faire autre chose. Parce comme elle se fait pas confiance, elle fait pas confiance à l'être aimée. Donc, même si je lui dis, moi, je reste tranquille à la maison, elle va pas y aller parce qu'elle a trop peur qu'il fasse autre chose parce qu'elle lui fait pas confiance. C'est pour ça que c'est important de travailler sur l'estime, la confiance en soi.